L'épidémie d'Ebola continue de progresser en République démocratique du Congo et vient de franchir un seuil particulièrement alarmant. Selon le dernier rapport publié par les autorités sanitaires, le pays totalise désormais 1003 cas confirmés et 254 décès. Des chiffres qui témoignent de l'ampleur d'une crise sanitaire qui continue de mobiliser les autorités et leurs partenaires. L'Ituri demeure l'épicentre de cette flambée épidémique. Avec 916 cas confirmés et 205 décès, la province concentre à elle seule plus de 90% des contaminations enregistrées à travers le pays. Dans les deux zones de santé touchées, les structures médicales restent fortement sollicitées face à l'afflux des patients et à la nécessité de renforcer la surveillance communautaire. Sur le terrain, les équipes de riposte poursuivent les opérations de dépistage, de suivi des contacts et de prise en charge des malades. Malgré ces efforts, le virus continue de circuler dans certaines localités, alimenté notamment par les déplacements des populations et les difficultés d'accès à certaines zones. Le Nord Kivu reste également sous étroite surveillance avec 84 cas confirmés et 48 décès recensés. Les autorités sanitaires redoublent de vigilance afin d'éviter une aggravation de la situation dans cette province déjà confrontée à de nombreux défis sécuritaires et humanitaires. Au Sud Kivu, la situation apparaît plus stable. 3 cas confirmés, dont un décès, ont été enregistrés depuis le début de l'épidémie et aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 26 mai. Nouvelle alerte sécuritaire dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Des combattants présumés des ADF ont mené une incursion mardi soir dans les localités de Sakomi et Mapiki à l'est de Tenambo dans la ville d'Oicha. Selon plusieurs témoignages, les assaillants s'y sont infiltrés en petits groupes après avoir contourné certaines positions des FARDC. Sur leur passage, ils ont sémé la panique au sein de la population, multipliant les menaces contre les habitants. Des sources locales rapportent que les rebelles ont emporté quelques bêtes, notamment des chèvres et un mouton. Aucun décès n'a toutefois été signalé lors de cette attaque. Des témoins indiquent que les assaillants semblaient rechercher des vivres et s'exprimer en plusieurs langues, dans le Kiswahili, le Kinandé et le Lingala. L'intervention rapide des forces armées congolaises a permis de repousser cette tentative d'incursion. Malgré ce succès militaire, la peur reste vive dans la zone. Plusieurs familles ont quitté leurs habitations pour trouver refuge dans des secteurs jugés plus sûrs. Cette nouvelle attaque survient quelques jours après la libération d'un jeune garçon enlevé lors de l'embuscade du PK-13, rappelant que la menace des groupes armés demeure une réalité quotidienne pour les populations du territoire de Beni. Le climat politique se tend de nouveau en République démocratique du Congo. Cette fois, le bras de fer oppose l'UDPS, parti au pouvoir, à la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO. Au cœur de la discorde, l'épineuse question de la révision ou du changement de la Constitution. Depuis plusieurs mois, des cadres de l'UDPS et de la majorité présidentielle défendent l'idée d'une réforme constitutionnelle. Selon eux, certaines dispositions de la loi fondamentale ne répondraient plus aux réalités actuelles du pays et mériteraient d'être adaptées pour améliorer la gouvernance et renforcer l'efficacité des institutions. En face, la CENCO affiche une opposition ferme. Les évêques estiment que le débat intervient dans un contexte politique et sécuritaire particulièrement sensible. Ils craignent qu'une modification de la Constitution ne ravive les tensions et ne détourne l'attention des priorités urgentes du pays, notamment la sécurité dans l'Est, la cohésion nationale et les défis socio-économiques. Au-delà du débat juridique, c'est une véritable bataille d'influence qui se dessine. L'attention de la classe politique congolaise était tournée ce mardi vers le siège du parquet général près la Cour de cassation à Kinshasa. Le président du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, Joseph Olinga Nkoy, s'y est présenté à la suite d'une convocation du procureur général Firmin Mvonde. Les motifs exacts de cette audition n'avaient pas été précisés dans la correspondance officielle adressée à l'intéressé. Cette convocation intervient dans un contexte politique particulièrement tendu, marqué par les débats autour d'un éventuel changement de la Constitution et par les manifestations organisées récemment par l'opposition.
Figure connue de la scène politique congolaise, Joseph Olenga Nkoy s'est montré ces dernières semaines très critique à l'égard de certaines décisions des autorités. Selon plusieurs informations relayées dans les milieux judiciaires et politiques, cette audition pourrait être liée aux déclarations de Joseph Olenga Nkoy sur les incidents survenus lors du sit-in du 12 juin dernier à Kinshasa. Le président du CNSA avait alors évoqué un bilan de 10 morts, plusieurs disparus et de nombreux blessés, des chiffres qui avaient suscité des vives réactions. Dans la foulée, le parquet général avait annoncé l'ouverture d'une enquête sur les événements liés à cette manifestation. À ce stade, toutefois, aucun lien officiel n'a été établi entre cette convocation et les déclarations de l'ancien opposant. La République démocratique du Congo a massivement eu recours à son marché financier intérieur au cours du premier semestre 2026. Selon les données disponibles, le gouvernement a mobilisé 1,101 milliard de dollars américains, soit plus d'1 milliard USD à travers les bons et obligations du Trésor. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de financement du budget de l'État dans un contexte marqué par d'importants besoins en dépenses publiques, notamment dans les infrastructures, les services sociaux et la gestion courante de l'administration. Les bons et obligations du Trésor, qui sont des titres de dette émis par l'État congolais, permettent de lever des fonds directement auprès des banques, institutions financières et autres investisseurs locaux. Ce mécanisme réduit la dépendance immédiate au financement extérieur. La forte mobilisation enregistrée sur cette période traduit à la fois la confiance relative du marché domestique dans ces instruments financiers, mais également la pression persistante sur les finances publiques congolaises. En seulement 6 mois, ce niveau d'endettement interne montre clairement que la dette locale devient un levier central dans la politique budgétaire de l'État. Une dynamique qui, selon plusieurs analystes, devra être suivie de près afin d'évaluer sa soutenabilité à moyen et à long terme.